Bonsoir à tous. Ouais. Je suis ravi d'être là parmi vous. Alors j'ai un sujet peut-être un peu moins passionnant que celui d'hacker la webcam de sa voisine. Je vais vous parler de Human as a Service, comme ça a été introduit. Euh, pour me présenter brièvement, donc, je suis Daniel Benwalid, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Full Factory et qui a développé une plateforme justement qui est de crowdsourcing. Alors, les concepts qu'on va aborder ce soir, c'est, alors je suppose que certains sont familiers avec ces sujets-là. Veuillez m'excuser. On va parler crowdsourcing, on va parler crowd labor. Donc, je pense que ça vaut le coup peut-être qu'on prenne une petite minute pour voir ensemble un peu ce qu'on met nous derrière ces concepts-là et qu'on soit tous au même niveau sur le wording en tout cas. Ce dont on va parler ce soir, c'est vraiment de microtasking, c'est-à-dire on va parler des tâches qui sont hyper atomisables sur des projets potentiellement avec de très grosses volumétries et que on va paralléliser en fait à une espèce d'usine dans laquelle il y a des gens qui mettent à disposition de leur temps mais qui vont faire chacun une petite fraction d'un projet. Donc c'est ça ce qu'on appelle le crowd labor, c'est comment est-ce qu'on va prendre un projet, le découper, l'atomiser en milliers ou millions de tâches, le faire traiter par des gens qui n'ont pas forcément à avoir une très longue dispo devant eux. On ne va pas mobiliser une personne pendant 6 mois, on va peut-être le mobiliser sur 10-15 secondes le temps de traitement d'une tâche, il peut en faire une dizaine, une vingtaine, tant qu'il le souhaite, et ensuite on va réagréger tous ces paquets-là pour donner une réponse à ce projet-là. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair. Finalement, on crée une usine dans laquelle le temps est une commodité et c'est à mettre quelque part en parallèle avec l'emploi traditionnel ou comme on le connaît, un emploi salarié sur lequel, pour réaliser un projet, je vais mettre N ressources pendant très longtemps dessus. Donc c'est ça le crowdsourcing, c'est ça le crowd labor. Évidemment, l'avantage qu'on y trouve du côté des contributeurs, donc les gens qui constituent et qui offrent de leur temps, c'est évidemment d'avoir un complément de revenu. Et de l'autre côté, pour les clients, c'est évidemment d'une part de maîtriser ses coûts, c'est-à-dire eux vont payer à la tâche versus je rentre dans un tunnel incroyablement long de traitement. Et surtout, ça leur offre une flexibilité incroyable. Alors, ça vaut le coup de parler des cas d'usage du coup. Ce que ça permet de faire, finalement, c'est typiquement de la modération. Je suis mythique, je veux modérer les profils de mes utilisateurs, de mes inscrits avant de les publier. Et ben finalement, même si j'ai une équipe de modérateurs de 3 à 4 personnes qui absorbent mon flux régulier, si demain je lance une grosse opération marketing, ben, j'ai envie quelque part que ça suive et pas mettre 6 mois à modérer les 10 000 nouveaux inscrits que j'aurai sur ma plateforme. Donc ça, c'est un des grands avantages, c'est l'élasticité. Et finalement, si pendant le mois d'août, j'ai 0 inscrit, bah, j'aurais pas eu à payer une équipe durant ce temps-là. Donc finalement, là, ce qu'on a dit, c'est que ces plateformes de digital labor, crowdsourcing, peu importe le wording qu'on met derrière, ces plateformes-là, le gros avantage, c'est qu'elles permettent d'absorber des charges importantes de traitement et de travail. Une fois qu'on a dit ça, on a dit on vend du temps quelque part en mode commodité, à la demande, à la tâche. Ce que ça permet de faire, c'est énormément de choses. Mais 50% des cas qui sont traités sur ces plateformes-là, que ce soit Mechanical Turk, Full Factory ou toutes les autres, c'est finalement à 50% du data cleansing et c'est un travail, 50% des clients de toutes ces plateformes-là, c'est des gens qui sont soit dans la data science, soit qui traitent d'une manière ou d'une autre de la data. Ça va être remettre en forme, structurer, prendre de la donnée qui est non structurée et la rendre structurée. Ça, c'est vraiment le gros avantage de plateformes comme celle-là. Finalement, si on compare ces plateformes de crowdsourcing avec de l'externalisation ou de la prestation traditionnelle, évidemment en termes de services, on est incroyablement plus rapide, plus élastique, plus souple. Évidemment, en termes de qualité, c'est la beauté des plateformes. Alors là, évidemment, on peut se comparer, puisque on parle de plateforme et de plateformisation du travail. Là, on peut tout à fait comparer à toutes les autres plateformes. En premier lieu, je pense à Uber, sur laquelle finalement, on va pouvoir gérer la qualité. C'est ça d'avoir en fait, alors on parlait de l'homme du milieu, mais là, c'est tiers de confiance. C'est quelque part, le crowdsourcing, c'est de se dire, bah, finalement, il n'y a plus de middle manager. Le middle manager, ça devient une plateforme automatisée. C'est directement le client qui donne son besoin et c'est fait par une myriade de gens qui vont donner 1 minute, 2 minutes, 10 minutes de leur temps. Et finalement, dans le mandat de ces plateformes, il y a tout le mandat du middle manager. C'est-à-dire
atomiser les tâches, les réagréger, s'assurer de la qualité, s'assurer du paiement, etc., etc. Donc évidemment, en termes de qualité, on sera toujours plus pertinent avec une plateforme sur laquelle on peut faire du multitraitement, sur laquelle on peut avoir plusieurs yeux qui vont contrôler la même chose, versus une personne qui va traiter d'un bout à l'autre un projet. Finalement, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on confronte quelque part cette usine où on parallélise du temps avec un CDI traditionnel, mais la vraie comparaison, il faudrait la faire avec quelque part l'automatisation. On appelle ça comme on veut, la robotisation, l'automatisation. Quelque part, ces usines-là, de ce crowd labor, il est entre deux mondes. Il est entre le monde du tout automatique, avec qui il partage quelque part un peu le temps réel, avec qui il partage la capacité de traitement quasi infinie, et de l'autre côté, il est confronté à l'emploi traditionnel avec qui on le compare. Ça, c'est un peu la vision, alors c'est une étude de Forbes, hein, c'est pas nous qui avons inventé ça, mais de comment va se passer l'emploi dans les 20 à 40 prochaines années. Alors en jaune, c'est les emplois traditionnels, hein, comme on les connaît, et finalement, on voit que depuis 2005, il y a une plateformisation du travail, c'est-à-dire que finalement les emplois, ils vont rester sur des emplois traditionnels, mais il y a une partie qui va passer derrière la plateforme. C'est les chauffeurs Uber, c'est les taskers sur les plateformes de crowdsourcing, mais c'est quelque part peut-être même les freelances qui bossent sur Upwork. Si on s'imagine ce que Forbes avait dans la tête à ce moment-là, et vers 2020, l'émergence quelque part de la robotisation et un certain nombre de jobs qui vont être pris par des robots. Donc quelque part, hein, c'est cette confrontation entre plusieurs mondes, et finalement, c'est un peu ça la conclusion de ces quelques slides, c'est de se dire, bah, on est dans un monde dans lequel il y a des traitements de données qui viennent de plus en plus, tout est data-driven, il y a pas, enfin c'est terminé l'époque où la décision se prenait autour d'une table et que c'était finalement le patron ou le plus haut gradé de la salle qui disait ce qu'on allait faire. Maintenant, il faut qu'il y ait de la data et qui soit de manière sous-jacente pour expliquer n'importe quelle décision, pour expliquer n'importe quel fait. Donc tout est chiffré, tout est data. La data est très souvent non structurée. Alors évidemment, là on ne parle pas de data très structurée qui suffit, pour laquelle il faut analyser. Là, on parle de data parfois non structurée, sur laquelle il y a un gros travail de cleaning. Donc ça, c'est le premier point. Et on est aussi dans ces logiques opérationnelles. Quelque part, cette plateforme, le crowd labor, c'est la suite un peu logique du Lean Six Sigma, du Taylorisme, du Fordisme, c'est-à-dire la parallélisation des traitements et cette externalisation tout en gardant une proposition de valeur en termes de rapidité et de fluidité qui soit pertinente. Et le dernier point, c'est évidemment les limites de l'algorithme. Ce qu'on voit, c'est que finalement la machine, évidemment, traite et traitera de plus en plus de cas d'usage, une variété de plus en plus solide et gigantesque de ce que la machine est capable de faire. Mais ce qu'on voyait sur l'étude de Forbes, c'est qu'il reste toujours une frontière avant l'automatisation sur laquelle il y a besoin soit de paramétrer la machine, donc créer des bases d'apprentissage, soit de fournir un fallback crédible à la machine, c'est-à-dire lorsque on imagine que sur un cas d'usage, la machine, sur de la dictée audio, sur de l'OCR, on peut tout à fait imaginer que la machine est superbe pour 99% des cas, mais quid des 1% restants, ce fameux dernier kilomètre. Ben voilà, on pense que le crowdsourcing est une bonne réponse à ça. La raison pour laquelle on croit ça, c'est que finalement, si on confronte, alors c'était la définition de Gartner hein, sur le big data à l'époque, sur volume, variété, vélocité, mais si on confronte un peu la raison pour laquelle on fait de plus en plus de data science, c'est finalement pour traiter et pour trouver de l'insight à l'intérieur de la data, pour faire ce fameux dernier kilomètre, quelque part, la proposition de valeur d'avoir une foule de contributeurs qui soient capables hyper rapidement de traiter des cas d'usage extrêmement divers dans des volumes importants, on trouve que c'est quand même un parallèle assez amusant avec la définition du big data. Donc encore une fois, ce que ça permet de faire sur ces plateformes, c'est gagner du temps. Donc là, sur la partie de proposition de valeur, création de bases d'apprentissage, faire la labellisation de centaines de milliers de photos en moins de 2 semaines, etc., etc. Et en même temps, fournir une alternative crédible à la machine lorsque la probabilité de succès de cette dernière est faible. Bah voilà, ça peut passer directement en API, donc quasiment en temps réel, sur des plateformes de cette nature-là. Pour vous donner juste un exemple concret de cas d'usage sur les plateformes, sur de l'analyse de sentiments, sujet ultra traité en termes algorithmiques, en termes de machine, data science.
sur ces sujets-là, on passe derrière nos copains qui font de l'analyse de sentiments de manière automatique, sur lesquels ils ont pratiquement 25% d'indéterminé au sens on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Et donc là-dessus, voilà, dans leur process à eux, le flux qui est traité automatiquement, tant mieux, j'envoie directement ça comme réponse. Et ceux dont je ne suis pas sûr, ça passe directement sur une plateforme qui en temps réel va donner la réponse, qui permet d'une part d'atteindre les 100% de réussite sur le cas, et d'autre part de continuer à faire apprendre la machine sur des choses qu'elle ne savait pas faire. Voilà pour moi. Des questions? Ouais. Alors, c'est ça la beauté en fait. Alors, c'est ça la beauté de la plateforme quelque part, c'est de se dire, euh, on est dans un système, donc la même tâche, par exemple, je souhaite modérer une image, dire est-ce qu'elle contient pas de propos choquants, enfin, est-ce que c'est pas choquant, au lieu de le donner à une seule personne ou de les donner par paquet de 10 000 à une seule personne, la même image, je peux potentiellement la donner à 2 ou 3 personnes, et ensuite, si j'en ai 2 qui me disent c'est choquant, je le reporte comme choquant, et inversement, enfin, donc ça c'est du multitraitement. Évidemment, le grand truc des plateformes, c'est le rating, c'est-à-dire que les gens sont ratés et au fur et à mesure, ça s'écrème. Donc là, quelque part, la qualité elle se joue à deux endroits. Hein. C'est la qualité a priori, c'est-à-dire dans la sélection de la sous-population de la foule qui va traiter ton projet. Donc c'est soit tu choisis un bon rating, soit des certifiés. C'est-à-dire grosso modo, pour un projet de traduction en anglais, tu vas choisir que la sous-population de la foule qui a passé le TOEIC et qui a eu plus de 850. Et tu as la qualité a posteriori, c'est ce qu'on se disait avec le multitraitement. Alors soit en aveugle, où tu as plusieurs personnes qui traitent la même chose, soit avec un système de relecteur. Et tout ça est évidemment automatisé. Oui. Alors moi, je ne suis pas dans les petits papiers de l'élection. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on travaille avec des équipes RP de plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Ce qu'on fait pour nous, ça se limite à l'analyse de sentiments. Donc ils nous donnent des dizaines de milliers de tweets et il faut dire est-ce qu'il est pour ou contre le mariage pour tous, pour ou contre la retraite à 65 ans, etc., etc. Donc sur un certain nombre de thématiques, on bosse pour eux là-dessus. Donc effectivement, il y a un lien et je suppose que si les RP en France connaissent des systèmes comme ça, aux États-Unis, c'est puissance 10. Euh, Après, très honnêtement, je m'embarquerai pas à répondre sur un sujet que je maîtrise pas. Euh, Évidemment, j'ai eu vent de ça, mais bon, ce que je peux vous dire, en tout cas, pour nous, donc là, je sors un peu quelque part juste du talk, mais pour nous, en tout cas, chez Full Factory, on a une politique très stricte sur la modération des projets avant qu'ils soient mis en ligne. On fait pas de faux clics, de fausses inscriptions, de faux commentaires, etc. Sauf si ça paye très bien. Non, je... Oui, tout à fait. Donc ça, on en fait pour un certain nombre de clients, remplissage des captcha, ou bien lorsque vous envoyez des emails et qu'il y a une double sécurité, vous allez recevoir après votre shooting des milliers d'emails sur lesquels il faut juste aller retaper ou recliquer. Ça, il nous envoie directement un extract de son Outlook enfin, quand on sait que Google utilise les captcha pour numériser des livres, du coup, on se dit qu'on renvoie un peu la balle. Non, non, mais après, évidemment, et tout ça a un coût quelque part. Quand on fait intervenir de l'humain, ça a un coût. Donc, c'est-à-dire que derrière, la personne qui le fait saisir, elle en a une utilité. Oui. Ouais. Alors bon, là, effectivement, là, c'était pas. Ça dépend de quel crowdsourcing, mais effectivement, nous, en tout cas, chez Full Factory, on a une politique assez restrictive, à la fois sur les projets qu'on va traiter. Donc voilà, on fait pas de clics, pas de like, etc. Mais aussi, on va proposer un- un taux horaire aux contributeurs qui va toujours être supérieur à 10 euros. Donc voilà,
Pour ça, en termes d'éthique, c'est pas, on ramène quelque part, on va traiter localement des besoins locaux, on va tout faire pour traiter nos clients français avec une foule qui est 100% française, nos clients allemands avec une foule allemande, etc. Donc, quelque part, on ramène des flux qui étaient outsourcés pour donner du pouvoir d'achat à des contributeurs français. Non, si, si, tout à fait. Le paiement se fait à la tâche, mais on va estimer que la tâche, elle fait 20 secondes. Et donc 20 secondes, ramené sur 10 euros de l'heure, ça va faire 4 centimes par exemple. Bah, ça dépend rentable par rapport à quoi. Parce que là, ta question, elle part du principe que tout le monde a un emploi à côté et qui pourrait gagner 15 euros de l'heure. Ce qui n'est pas le cas. Mais bon, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour dire juste un mot sur les populations qu'il y a derrière, c'est quand même des populations hyper hétérogènes. Enfin, je veux dire qu'on atteint 50 000 personnes. On est déjà sur un panel quasiment représentatif de la population française. Évidemment, bon, ça c'est le biais initial. Il y a un peu plus de diplômés, un peu plus de gens qui sont diplômés. Mais là-dedans, on a des personnes à mobilité réduite, on a des parents isolés, on a des gens qui travaillent en horaire décalé, enfin des gens qui veulent arrondir leur fin de mois, vraiment. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Alors chez nous, ça fait partie aussi, on peut gagner jusqu'à 3 000 euros par an. Nous, ça reste du complément de revenu. Quelque part, on vend, enfin, même ces plateformes-là, globalement, hein, c'est pas, je suis pas en train de vendre Full Factory, hein, mais sur ces plateformes-là, quelque part, on promeut la proposition de valeur, on promeut à nos clients d'éviter l'effet burn-out dans leurs équipes. Nous, très souvent, nos clients viennent nous voir en nous disant, ah, voilà, l'équipe, elle a démissionné, ou ça y est, il veut plus du tout traiter ce sujet-là, ça fait 6 mois qu'il est en train de compléter des attributs produits sur le site e-commerce, il en peut plus, ça y est, il m'a dit, c'est soit il arrête, soit il s'en va. Donc, si on promeut quelque part à la fin de l'effet burn-out chez nos clients, c'est pas pour qu'il y ait des gens qui, 24 heures sur 24 chez nous, les mêmes personnes, traitent ce sujet-là. Oui. Bah, sur l'analyse de sentiments, c'est pas tout bête, hein. Il faut parfois lire un peu le profil, etc. Effectivement, la grande majorité de nos tâches, elle est plutôt à faible valeur ajoutée. Maintenant, on fait aussi du détourage d'image. On va par exemple lire des documents très complexes, par exemple des statuts d'entreprise desquels on va extraire les actionnaires, parce que c'est des documents numérisés. Donc, et double contrainte pour l'algo, à la fois l'OCR impossible, et ensuite la compréhension, comme c'est à chaque fois un avocat différent qui a rédigé les statuts, très compliqué. Donc là, c'est un très bon cas sur une plateforme de crowd labor pour lire des dizaines de milliers de statuts pour en extraire les actionnaires. C'est une tâche plutôt à valeur ajoutée, mais qui reste une commodité néanmoins. Oui, tout à fait. Alors, il y a énormément de différences, mais bon, la principale, c'est quand même l'éthique. Et l'autre, c'est que nous, on développe aussi une couche de service au-dessus de ça. D'ailleurs, enfin, juste pour info, Amazon est client chez nous. Amazon France. Donc c'est alors qu'ils ont le produit aux US. Mais, oui. Oui. Alors bon, d'abord j'aime beaucoup la référence parce que on a quelqu'un chez nous qui adore League of Legends, donc à chaque fois il nous dit à la fin d'un projet il faudrait c'est gratifier quelqu'un, enfin le joueur en face, etc. Donc sur la partie gamification on doit être un peu inspiré de League of Legends. Sur la partie revue quelque part ou tribunal, oui on le fait, mais on paye les gens pour ça. Quelque part la proposition de valeur côté contributeur. La première, toutes les études qu'on fait, enfin, on participe à énormément, et tout le monde voit la même chose. La motivation principale, ça reste l'argent. Et donc, il faut quand même, et ce travail-là, évidemment, on pourrait le faire sous forme de gratification, etc. Mais on souhaite quand même payer. Donc, c'est ce qu'on disait hein, sur le système de lecture-relecture. On peut imaginer que quelqu'un fait une rédaction, par exemple, sur des fiches produits, ça nous arrive tous les jours, qui est gros bill, etc. Il y a une chance sur deux que ce soit produit chez nous. Et du coup, quelqu'un va faire une rédaction, on va mettre un panel de 3 relecteurs qui va dire bah, si oui ou non la rédaction est conforme aux instructions du client. Et donc, bah, je pense que ça ressemble plus ou moins à ce que tu disais, à moindre échelle.
Merci à vous.